Écoutez, moi j'ai le sentiment que le pouvoir veut absolument en découdre avec l'opposition, parce que cela fait plus de 2 semaines que nous avons demandé à ce que des revendications qui s'adossent sur la Constitution ou sur les lois de notre pays soient prises en compte par ce pouvoir, pour améliorer la gouvernance politique de ce pays, mais aussi pour crédibiliser un peu plus notre processus électoral. Mais nous nous heurtons à un silence, un mutisme total de la part des autorités du pays. Le ministre de la Justice, qui était le président du cadre de dialogue qui nous avait réunis au mois de juillet dernier, autour de certains points d'ordre du jour qui ont fait l'objet de consensus total, mais malheureusement, aucun relevé de conclusion n'en a résulté. Monsieur le ministre de la Justice nous a reçus, après avoir été destinataire d'un courrier que l'opposition lui a adressé, et nous avons dit que nos revendications devaient être remises à jour, étant donné que depuis 5 mois, ce dialogue qui s'était tenu au Palais du Peuple au mois de juillet a pris fin. Donc beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Il y a eu des évolutions significatives du processus électoral, donc il faut absolument qu'on réouvre de nouveau le dialogue pour que nous remettions sur la table les questions d'actualité, afin qu'on essaie de nouveau de trouver cette fois-ci un consensus dont nous espérons qu'il se fera traduire tout de suite par un relevé de conclusion qui sera effectivement signé et respecté par les partis. Monsieur le ministre de la Justice nous a dit qu'il allait rencontrer après nous la mouvance présidentielle, ce qu'il a fait, et il nous a informé par après qu'il devait se rendre à l'étranger en mission, et que seulement à son retour, prévu le 13 décembre, il rassemblerait les partis pour voir dans quelle mesure ce dialogue peut se réouvrir sur la base d'un ordre du jour convenu entre les partis. Bon, il se trouve que nous, le 15 décembre, nous avons dit qu'à partir de cette date, nous considérions que le pouvoir a décidé de réserver une fin de non-recevoir à notre demande de satisfaction de revendications. Et nous avons donc considéré que rien ne pouvait plus s'opposer puisque nous n'avions plus d'autre choix à ce que nous lancions dans un programme de manifestation dont nous déclinerions le calendrier à la presse. Nous avons le sentiment que, puisque le monsieur le ministre de la Justice ne rentre que le 13, nous avons donc le sentiment qu'on a décidé d'attendre ce délai courir, d'attendre le 15 décembre, avant de faire quoi que ce soit. Sinon, nous pensons que le pouvoir aurait déjà réagi depuis longtemps, et ce dialogue aurait pu être ouvert, ou tout simplement, nos revendications auraient été satisfaites. Tout ce que nous avons demandé, c'est pour ça que j'ai été extrêmement surpris d'écouter le gouvernement à travers son porte-parole dire que l'opposition s'accroche à des revendications qui violent les dispositions légales existantes dans ce pays. C'est exactement l'inverse. Nous interpellons ce pouvoir et nous voulons qu'il respecte la loi, qu'il respecte notre Constitution. Lorsque dans nos revendications, nous parlons de recomposition paritaire de la CENI, il s'agit d'amener cette CENI à se conformer au texte qui la fonde, c'est-à-dire la loi 016 portant composition, organisation, fonctionnement de la CENI. La CENI, d'après cette loi, tire son essence, et je dirais même sa qualité d'impartialité et de neutralité, de sa composition paritaire. C'est parce qu'elle est paritaire qu'on estime que la CENI peut être une CENI neutre, susceptible d'organiser des élections crédibles et équitables. Mais à partir du moment où cette neutralité est rompue, du fait d'une recomposition du paysage politique intervenu au lendemain des élections législatives de septembre 2013, nous estimons que la CENI n'est plus en conformité avec la loi qui la fonde, parce que la composition paritaire n'y est plus. Nous avons 3 commissaires à peine sur les 10 que doit compter l'opposition. Donc nous avons dit qu'il faut la recomposer. Ça, c'est du domaine de la loi. Deuxièmement, nous avons demandé tout simplement à ce que les élections communales soient organisées, qu'on ait un calendrier électoral sur lequel on se mette d'accord. Il se trouve que nous avons des délégations communales qui sont là depuis près de 3 ans, pour ne pas dire bien plus pour certaines. Or, une délégation communale a une durée de vie qui n'excède pas 6 mois, sans compter que la mise en place même des délégations communales était en elle-même déjà illégale, puisque pour dissoudre un conseil communal, il y a des critères qui ne sont pas réunis et qui sont prévus dans notre code des collectivités locales. Bref, là aussi, c'est se conformer à la loi que d'organiser des élections communales. Je ne vois pas en quoi cela violerait la loi au profit d'un quelconque consensus. Troisièmement, nous avons demandé à ce que les institutions constitutionnelles, qui sont dans notre constitution, qui date, je vous rappelle, du mois de mai 2010, soient mises en place. Il y a une dizaine d'institutions, en dehors de l'Assemblée nationale, il y a une dizaine d'institutions qui ne sont pas mises en place. Donc nous sommes dans une situation d'exception qui ne dit pas son nom. On est encore dans une transition politique.
puisque toutes les institutions prévues dans notre Constitution ne sont pas là. Et ces institutions pouvaient jouer un rôle de recours, un rôle de contre-pouvoir, pour permettre d'asseoir une véritable démocratie dans notre pays. Des institutions aussi importantes que la Cour constitutionnelle, que la Cour des comptes, que la Haute Cour de justice, que la Haute Autorité de la communication, qui doit être composée normalement de professionnels de la communication, avec à leur tête un président élu et non nommé, comme c'est le cas actuellement pour le Conseil national de la communication. On n'a pas non plus un médiateur de la République opérationnel qui a prêté serment et qui peut fonctionner. On n'a pas une institution indépendante de défense des droits humains. On n'a pas une haute autorité de collectivité locale. Bref, on a toutes ces institutions qui manquent et des institutions dont le délai légal de mise en place est déjà dépassé. Rien ne s'oppose à leur mise en place, à leur création, absolument rien. Parce que l'Assemblée est en place depuis au moins 6 mois. Et donc on est en totale violation de notre Constitution. Lorsque nous nous demandons à ce qu'on recadre les débats sur cette question, on dit que nous violons la loi. Je ne sais pas vraiment en quoi. Le président... Quand je parle par exemple du calendrier électoral, il ne s'est jamais défini à l'Assemblée nationale, ce n'est pas du rôle de l'Assemblée nationale de fixer une date d'une élection quelconque. La date, elle est proposée par la CENI, qui le fait en général dans le pays, après qu'il y ait un consensus politique autour du sujet. Puis la date, elle est formalisée, entérinée par décret présidentiel. L'Assemblée n'a absolument rien à y voir. C'est le cas également des institutions constitutionnelles dont je parlais tantôt. L'Assemblée nationale peut voter les lois, mais la mise en place des institutions, ça ressort de l'exécutif. C'est l'exécutif qui est en quelque sorte la clé de voûte des institutions et qui a l'obligation de veiller au fonctionnement de notre régime démocratique. Beaucoup de ces institutions dont je parle ont déjà leur loi organique, votée par l'ancien Conseil national de la transition, qui jouait le rôle d'organe législatif fondant de la transition. Mais ces textes dorment dans les tiroirs du président de la République, parce que certains de ces textes ne lui conviennent pas, notamment le texte sur le Conseil constitutionnel et aussi le texte sur l'institution indépendante des droits humains. Et ils veulent tripatouiller les textes pour les changer, mais ils sont très gênés parce que nous avons les copies des textes qui ont été votés par le CNT. Ils veulent les tripatouiller avant de les promulguer, ce qui serait inacceptable et ce qu'on n'acceptera pas. Les textes, la possibilité, c'est soit de les promulguer après avoir consulté la Cour suprême sur leur constitutionnalité, c'est ça que la procédure prévoit, ou alors de renvoyer en seconde lecture à l'Assemblée nationale, puisque nous sommes maintenant présents à l'hémicycle. Mais malheureusement, ces textes donnent dans les tiroirs du président de la République. Donc, ce n'est pas à l'Assemblée de régler cette question également. Lorsqu'il y a un drame à Womé, puisque nous en avons parlé également dans nos revendications, lorsque on militarise une localité tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se sont rendues coupables de crimes odieux, mais lorsqu'on pénalise pour cette raison, avec une punition collective comme ça, des milliers de personnes, et que nous demandions à ce que les choses soient remises en ordre, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Lorsque le recensement général de l'habitat et de la population effectué en 2013 révèle des incohérences graves, en prévoyant par exemple pour toute la ville toute la commune de Kaloum, 62 000 habitants, alors que le recensement électoral a mis en évidence 60 000 électeurs pour la même circonscription. Cela voudrait dire qu'il n'y a que 2 000 électeurs qui ont moins de 18 ans dans tout Kaloum, sur les 62 qui ont été soi-disant recensés en 2013 dans le cadre de ce recensement général de la population de l'habitat. Mais lorsqu'on dit de reprendre donc ce recensement qui vraisemblablement ne s'est pas déroulé dans des conditions techniques, professionnelles, ou en tout cas qui semble être sous-tendu par une volonté politique d'augmenter la population dans certains fiefs et de le réduire dans d'autres, pour mettre en harmonie les chiffres du recensement général avec ceux du recensement électoral à faire paraître certainement à l'issue de la révision du fichier électoral. Mais lorsqu'on demande à ce que tout ceci soit revu, mais ça n'a rien à voir, l'Assemblée n'a rien à y voir. À ce que ces questions fassent l'objet de discussion, fassent l'objet de dialogue, nous sommes parfaitement dans notre droit. Et si nous ne sommes pas entendus, si nous nous rendons compte que nous prêchons dans le désert, si nous voyons que le pouvoir veut passer en force, il met à profit la présence d'Ebola en Guinée pour suspendre toutes les activités politiques. Là aussi, nous allons revenir sur le sujet. Rien ne nous oblige à nous conformer à cette déclaration d'état d'urgence sanitaire du président de la République en ce qui concerne cette question. Donc nous pensons qu'il faut ouvrir le dialogue et en discuter. Si le dialogue apparemment n'intéresse pas le pouvoir, nous n'avons pas d'autre choix. Après tout ce que nous avons fait, que de recourir à nos manifestations sur les places et sur les voies publiques. Et là aussi, c'est un droit constitutionnel. Il ne s'agit même pas de menace. Il s'agit de la décision prise par l'opposition de me faire monter d'un cran
le niveau de ces revendications en procédant à des marches pacifiques. Je ne sais pas si le président de la République se souvient de ce que c'est que la loi anti-casseurs. La loi anti-casseurs n'interdit pas les manifestations, bien au contraire. Elle indique que si des manifestations se déroulent et qu'il y a des dégâts qui sont provoqués à l'occasion ou au cours de ces manifestations, les responsabilités sont situées. C'est ça que la loi anti-casseurs dit. Et toutes les manifestations que nous avons organisées en 2012, en 2013 et que nous allons probablement organiser en 2014 sont régies par cette loi qui date de 1993 et qui n'a pas encore été abrogée, ni même amendée. Mais il y a aussi les dispositions du Code pénal. Il y a également celles de la Constitution. Au-dessus de toutes ces lois, il y a la Constitution qui nous donne le droit de manifestation et de cortège dans des conditions qui sont définies au niveau du Code pénal et des conditions auxquelles nous sommes toujours conformés en ce qui concerne les procédures administratives à suivre pour pouvoir organiser un regroupement, une marche, un cortège ou un sitting quelconque sur les places et sur les voies publiques. Le président dit aussi... Écoutez, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le président de la République, c'est fait par un acte réglementaire. Je veux dire que c'est une déclaration du chef de l'État qui institue cet état d'urgence sanitaire. Je voudrais qu'on fasse très bien la part des choses. L'état d'urgence sanitaire n'a rien à voir avec l'état d'urgence tout court prévu dans notre Constitution. L'état d'urgence prévu dans notre Constitution doit être décidé dans des conditions totalement différentes. Pour déclarer cet état d'urgence constitutionnel, il faut d'abord qu'il y ait une consultation entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, ainsi que celui de la Cour suprême, à défaut du Conseil constitutionnel. Cet état d'urgence ne peut durer que 12 jours, parce qu'après, il faut que l'Assemblée nationale se réunisse, même si elle n'est pas en session, soit pour proroger, soit pour limiter cet état d'urgence. Donc on n'est pas dans ce cas de figure de l'état d'urgence prévu au niveau de la Constitution. Donc l'acte pris par le président de la République, en faisant cette déclaration d'urgence sanitaire, c'est un acte réglementaire. Et en aucune façon, un acte réglementaire ne peut primer sur une disposition prévue dans notre Constitution. Donc le chef de l'État n'a pas la possibilité d'interdire à travers cette déclaration d'urgence sanitaire, il n'a pas la possibilité d'interdire les manifestations politiques qui sont autorisées par la Constitution. Mais comment pouvez-vous convier donc sur le plan juridique, je vais vous dire d'abord que sur le plan juridique, ça veut dire que sur le plan juridique, en manifestant, nous ne serons pas du tout en faute. Parce que nous conformons à ce moment à une disposition de la Constitution qui est au-dessus des règles établies par l'acte réglementaire du président de la République déclarant l'urgence sanitaire. Deuxièmement, sur le plan strictement sanitaire, nous constatons que le président de la République prend des bains de fou. Le parti au pouvoir et les associations qui le soutiennent organisent tout le temps des manifestations en Guinée, un peu partout à l'intérieur du pays, comme dans la capitale, Conakry. Nous constatons que les marchés urbains, les marchés hebdomadaires sont toujours ouverts. Nous constatons que les Guinéens se rendent dans les mosquées, ils se rendent dans les églises. Nous voyons que les garvatures sont toujours pleines de monde. Et nous n'avons pas le sentiment qu'à l'occasion de ces regroupements, il y a une augmentation, une aggravation particulière de la propagation du virus. Donc nous passons qu'avec un minimum de précautions, et ce que nous allons faire, nous allons répartir des kits partout au niveau de ce meeting. Nous allons développer l'utilisation de thermoflash et tout. Nous allons donner les conseils d'usage pour que les contacts soient réduits au maximum, puisqu'il ne s'agira pas pour le moment d'une marche, mais d'un simple meeting. Donc c'est un regroupement de personnes qui vont être immobiles, qui vont être stables dans un lieu précis. Donc nous estimons que les risques de contamination ne vont pas pour autant être plus grands que par ailleurs que dans les lieux que je viens de citer. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons dit que nous n'avons pas d'autre choix que d'organiser ces manifestations. Nous prendrons les dispositions nécessaires parce qu'il n'est pas question pour nous de laisser le terrain libre du fait d'Ebola au président de la République et à la mouvance politique qui le soutient, pour occuper donc cet espace et continuer de lancer même une campagne électorale avant la lettre et nous priver de cette façon d'un moyen d'expression qui est garanti par notre... Écoutez, nous aviserons. N'anticipons pas, nous allons nous retrouver entre opposants et nous verrons quelles dispositions nous devrons prendre, comme nous avons pris des dispositions semblables dans le passé, lorsque nous sommes heurtés au refus des autorités d'entériner notre demande de manifestation. Ceci dit, les manifestations pour être refusées doivent être normalement, le refus doit être motivé, ce refus doit parvenir dans les délais, et de toute façon nous aviserons. Et lorsque le refus est systématique, lorsqu'il est répété, et lorsqu'il remet en cause une liberté, une garantie qui est affirmée, ou
au fronton de notre constitution. Alors dans ces conditions, nous allons prendre les dispositions nécessaires, mais il est obligatoire que nous gissions de nos droits, car le coût politique de notre attentisme actuel lié à cette trêve de manifestations que nous avons unilatéralement décidé est extrêmement élevé. Le pouvoir en profite pour aller de l'avant, pour lancer le processus électoral, pour faire en sorte qu'on soit mis devant une situation de fait accompli, qui va nous amener demain, soit tout simplement à boycotter les élections, ou à nous y opposer par une voie ou par une autre. Et nous ne voudrions pas être devant cette situation où nous n'aurons que ce choix cornélien à faire, mais nous voulons prendre les devants. Nous allons faire en sorte que la gouvernance politique de ce pays s'améliore à travers nos manifestations, à travers les actions que nous allons mener, pour que le processus électoral, entre autres, il soit transparent. Mais aussi, il y a des engagements qu'il ne faut pas oublier qui ont été pris par les autorités dans le cadre du dialogue politique interguinéen du 3 juillet 2013. C'est des engagements liés, comme je l'ai dit, à la gouvernance politique, mais aussi des engagements qui concernent notamment la libération de tous ceux qui sont aujourd'hui arrêtés, soit pour délit de manifestation, soit parce qu'ils sont accusés à tort d'avoir participé à des attentats contre le président de la République, ou alors aussi des personnes qui doivent être indemnisées parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs biens lors de ces manifestations, et le gouvernement s'était engagé à mettre en œuvre un processus d'indemnisation à leur faveur, de manière à ce qu'ils rentrent dans leurs droits. Donc tout ceci va être mis sur la table. Il ne s'agit pas simplement d'élections, il s'agit aussi de gouvernance politique. Je crois que ceci est extrêmement clair. Le président de la République, en 2010, il a reçu un mandat. C'est un mandat d'une durée de 5 ans comme prévu dans notre Constitution. Il a prêté serment un certain 21 décembre. Je pense qu'au 20 décembre donc, 2015, le mandat du président aura expiré. Donc si à cette date, il n'y a pas un président élu dont l'élection est reconnue par la Cour suprême et qui n'a pas prêté serment et qui n'est pas installé dans ses fonctions, on considérera qu'il y a vacance du pouvoir. Donc on entrera dans une transition politique et à ce moment, toute la classe politique se retrouvera, et probablement aussi avec la société civile, pour définir les modalités, les conditions et les délais de cette nouvelle transition politique. Mais pour nous, la question est claire. L'élection présidentielle doit être organisée entre le 21 septembre et le 21 octobre 2015. La Constitution prévoit que cette élection doit avoir lieu au plus tard 2 mois, au plus tôt 3 mois, avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ça coïncide dans la période du 21 septembre au 21 octobre 2015. Si les élections ne sont pas organisées dans cette période, donc nous considérons tout simplement que le président de la République sera sorti de son mandat, ne sera plus en mandat, qui sera sorti de cette légitimité, et l'opposition et toute la classe politique guinéenne devraient à ce moment prendre ses responsabilités. Mais nous pensons que le professeur Alpha Condé est déjà en campagne électorale. Il dit qu'il n'y a qu'Ebola qui l'intéresse aujourd'hui, et il dit qu'il focalise toutes ses attentions sur la lutte contre cette maladie, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il n'a jamais été autant en verve, autant en campagne que maintenant. Et donc, contrairement à ce qu'il dit, il est en train de faire beaucoup de politique actuellement en Guinée. Je crois que ce pouvoir, il fait lui-même la campagne de l'opposition. Parce que je ne parle pas de petites actions ponctuelles qui sont réalisées ici et là. Il est impossible qu'un pouvoir en 4 années ne puisse pas mettre en œuvre 1 ou 2 projets, plus du fait de l'assistance de la communauté internationale. Je ne parle pas de ça. Mais lorsqu'on voit les secteurs, lorsqu'on voit les conditions de vie des Guinéens, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire un grand effort de campagne électorale pour sensibiliser les Guinéens sur le fait que ce pouvoir, s'il se renouvelait, s'il se succédait à lui-même en 2015, constituerait une véritable catastrophe nationale pour notre pays. Quel que soit le secteur qu'on regarde, on se rend compte que les Guinéens ont connu un grave recul ces 4 années. Et je crois que ça, c'est un argument que nous allons mettre en valeur. Ce sera notre premier facteur, notre premier élément de campagne électorale, en dehors des programmes de société que nous allons présenter aux populations guinéennes. Que vous regardez, je ne parle même pas du problème de l'eau et de l'électricité. Je crois que les Guinéens ont fait leur deuil de la résolution de ces problèmes. Aujourd'hui, tout le monde sait que le problème du courant, le problème de l'électricité ne trouvera plus de solution en Guinée avec ce régime. Même sur le projet Kalita dont on vante les mérites à corps et à cri, on commence déjà à nous dire que pendant la période d'étiage, c'est un projet dont la puissance va tomber de 240 MW à 40 MW. Donc déjà on commence à mettre le doute dans l'esprit des Guinéens, ou plutôt à les préparer à ne pas être
certain que ce projet aussi va résoudre définitivement les problèmes énergétiques de Conakry. Le problème d'eau, quand il n'y a pas d'eau dans les quartiers, c'est au contraire des canalisations de la Sègue qui éclatent et qui emportent tout sur leur passage, y compris les maisons et les personnes. Je ne parle pas des problèmes de chômage, il n'y a plus d'emploi dans ce pays, il n'y a plus de justice, il n'y a pas de solidarité. C'est le laisser-aller, c'est le chaos qui s'installe un peu partout. Et les Guinéens l'ont bien compris, qu'ils résolvent tous leurs problèmes dans la rue. Dès qu'une petite communauté, dès qu'un petit groupe, dès qu'il y a une petite association de personnes qui semblent avoir des problèmes avec les autorités, on sort dans la rue, on ferme les passages, on bloque la route. Donc c'est une situation de chaos, parce que tout le monde sait que c'est seulement en procédant de cette façon qu'on peut trouver une solution à ces problèmes. C'est des grèves qui se manifestent partout. Je ne parle même pas des problèmes de santé publique, je ne parle pas des problèmes de la jeunesse qui sont complètement oubliés, en dehors des discours de campagne, en dehors évidemment des promesses qui n'ont jamais tenues. Aujourd'hui, on est dans une situation où tous les Guinéens se plaignent, tous ou presque tous les Guinéens se plaignent de la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Le coût de la vie a augmenté, le pouvoir d'achat s'est effondré, les familles sombrent dans la misère la plus totale, et je peux même dire que la famine s'est réinvitée aujourd'hui dans le quotidien de beaucoup de familles guinéennes.